Alors, d'abord, le titre qui rappelle un peu l'histoire des tontons flingueurs, La France puzzle, est à la fois, comme l'a dit Bruno, un titre un peu racoleur, on va dire, mais qui dit une certaine vérité. Braudel parle, lui, des 1000 France, c'est plus élégant. Moi, si je parle de France puzzle, ça veut dire que si vous êtes nombreuses et nombreux à avoir travaillé sur un puzzle, vous savez que quelquefois, il lui arrive, j'allais dire, de disjoncter, c'est-à-dire de se casser. Et surtout, ces brisures ou ces moments de cassure peuvent se situer non pas au centre du puzzle, mais à la périphérie. Et la question que je me pose encore aujourd'hui, donc en 2020, en pleine crise du Covid, c'est où en est-on de cette France puzzle, en sachant, comme l'a rappelé Bruno, qu'elle est là depuis très longtemps. Alors moi je dis 1000 ans, mais je pense que c'est un peu plus. D'abord une évidence, c'est que tout récemment, vous l'avez vu, lorsque nous avons changé de Premier ministre, avant pratiquement de dire qui il était, de le présenter, on a rappelé qu'il était maire d'une ville qui s'appelle Prades, qui est une très jolie ville, et qu'il venait du Sud. Et d'abord, j'ai entendu des réflexions qui n'étaient pas fondées sur la politique ou le programme, mais sur son accent. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, l'accent, c'est quelque chose qui est remarqué. Ça, c'est un premier point. Finalement, il l'a posé lui-même. Ça veut dire qu'il a un peu, sans doute, rectifié. Et j'ai eu l'exemple, à la nuit de la lecture de Malagar, d'Ariane Ascaride, que vous avez vu jouer avec un accent marseillais dans bien des films, et elle nous a lu des textes de Mauriac avec un accent pas du tout marseillais. Son accent est devenu marseillais uniquement quand elle a cru bon de prendre un accent marseillais pour parler des servantes ou des serviteurs qui pouvaient entrer dans les romans. Alors cette fois c'était le Sud-Ouest et c'était pas Marseille. Moi ça m'a semblé drôle et je suis allée la voir et elle m'a expliqué, ça ne m'a pas étonné, que finalement, pour pouvoir réussir sa carrière et prolonger, continuer sa carrière, on lui avait demandé de rectifier son accent. Donc, en fait, désormais, elle reprend un accent qui était le sien au départ, mais elle ne l'a plus. Elle l'a, si j'ose dire, déposé. Donc, on se trouve déjà devant un contraste qui continue d'exister, et c'est tant mieux, entre la France des pays de langue d'oï et la France des pays de langue d'oc, que l'on nomme maintenant plutôt occitan, et on a une région qui s'appelle en référence l'Occitanie. Donc voilà, si vous voulez, un élément, un point de départ. Ensuite, vous allez me dire, mais quel est le lien avec le film Les Chouans? Alors, c'est pas l'accent, mais c'est finalement le moment de comprendre cet épisode, qui est un épisode révolutionnaire, mais qui ne s'explique pas simplement, je dirais, par des origines de révolte. Les Chouans, c'est un enracinement finalement d'identité, de révolte et de contestation qui date d'avant et qui prolonge finalement un refus d'être assimilé à la France qui vient de naître et qui est celle des départements. Alors, vous allez me dire, est-ce que nous sommes si originaux que cela en Europe? Oui. Si vous regardez les pays alentours, vous vous apercevrez que nous sommes profondément singuliers. Même Londres n'a pas un statut équivalent parce qu'il y a en quelque sorte les îles britanniques, et ce statut-là n'est pas celui d'une ville capitale, qui est celui de Paris, dont nous reparlerons tout à l'heure. Est-ce que la construction de ce puzzle est achevée? Je n'en suis pas sûre. Je n'appelle pas de nouvelle conquête.
rassurez-vous, mais je vous rappelle qu'il peut y avoir de ci, de là, des mouvements qu'on appelait autonomistes, c'est-à-dire des partis détachables ou des partis qui n'ont plus envie d'être autant détachés. C'est-à-dire qu'ils demandent un statut particulier qui est celui d'une autonomie indépendante ou d'une indépendance autonome. Et il est bien certain que si vous regardez géographiquement où se trouvent ces régions, vous ne serez pas étonné. Ça n'est pas l'Île-de-France, c'est la Corse, achetée aux Génois en 1768. C'est la Bretagne, enlevée en quelque sorte à la duchesse Anne de Bretagne pour la marier 2 fois de suite un roi de France pour être sûr de ne pas la perdre. Et c'est le Pays Basque où vous avez eu un retentissement finalement de ce problème tout à fait récent et gravissime. Donc voilà en quelque sorte cette notion d'un puzzle qui est sûrement achevé dans un contexte européen, mais sur lequel finalement il faut tenir compte. Alors, première question, comment s'est faite cette construction d'une France, alors j'ai appelé ça la France capétienne, Capet, pourquoi pas, mais elle date sans doute d'une période antérieure, notamment de l'époque carolingienne, même si à l'époque il s'agit d'un empire, mais c'est l'époque où après il y aura des partages, et ces partages vont distinguer ce que l'on appellera la Francie ou la Francia, mais Paris en soi-même n'est pas une capitale reconnue et reconnaissable ensuite. Donc, cette construction, elle s'est faite par tous les moyens. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Elle s'est faite par un moyen auquel vous pensez facilement. Elle s'est faite par la conquête militaire, mais encore faut-il avoir des armées et des armes. Et ça n'est pas donné à tous les rois de France au début de l'histoire de la monarchie française. Elle se fait par des mariages. Et vous le savez aussi, je n'apprends rien, toutes les unions princières sont en quelque sorte des unions liées finalement à la récupération possible d'une principauté. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Bretagne, qui fut un royaume, qui était devenu un duché. Or, la duchesse Anne devait être fiancée à un Habsbourgeois, ce qui l'a ramené ou l'amené vers l'Empire, d'où l'impossibilité du roi de France d'accepter cela, et c'est pour cela que finalement elle a été mariée de façon contrainte à 2 rois successifs, après être devenue veuve une première fois. Donc c'est en quelque sorte un acharnement de conquête qui s'est fait avec des moments difficiles que j'évoquerai simplement tout à l'heure. Et il y a un autre moyen, c'est à côté des conquêtes, à côté des mariages, il y a les voyages. Et je pense qu'il est difficile d'imaginer, à une époque où nos déplacements étaient faciles, et pouvaient se faire facilement en un saut de puce, je n'ose pas dire d'avion, mais d'une ville à l'autre de France, il faut imaginer que nos rois ont été de grands baladeurs. C'est-à-dire qu'ils ont finalement parcouru le royaume. Mais pas tout le royaume. Ils se sont essentiellement consacrés au nord du royaume. Le premier grand voyage d'un roi de France dans la France méridionale, il se situe en 1564 sous le règne du jeune Charles IX, et il est porté en quelque sorte par Catherine de Médicis. Donc, vous le voyez, des déplacements et des déplacements qui sont rentables. Quand quelques 8000, 7000, 7500 fantassins, cavaliers pénètrent en Languedoc et aussi en Provence, d'abord ils vont découvrir les oliviers, ils ne connaissent pas. Ils vont découvrir pour certains des ruines romaines, ils ne connaissent pas, donc ils vont en embarquer quelques-unes. Et il y a, si vous voulez, cet appât d'une conquête qui n'en finit pas quand on est en accaparement d'un royaume. Alors, comment comprendre
comment comprendre finalement cet appétit. Parce que je crois qu'il s'agit d'un appétit, et cet appétit, il ne change pas au long des règnes, il s'accroît au fur et à mesure que le prince gagne en importance, et puis aussi par rapport à la personnalité du prince. Il est certain que Philippe Auguste et même Saint-Louis ne sont pas l'équivalent de Louis VI le Gros ou de Louis VII, qui fut antérieurement l'époux d'Aliénor. Donc ça dépend bien évidemment de la personnalité du monarque, mais ce qu'il faut regarder, c'est l'idée que, à partir de, on va dire, du mariage d'Aliénor, c'est-à-dire dans les années 1130, elle a été mariée à Bordeaux. Ce mariage d'Aliénor avec le fils de Louis VI qui est en train d'agoniser et qui s'apprête à devenir roi de France, ce mariage, il a pour but évident d'allier le duché de Guyenne, l'héritière du duché de Guyenne, à la couronne de France, et c'est quelques jours après leur union qu'on apprendra la mort de Louis VI. Simplement, ce qu'on n'a pas prévu, c'est que le divorce entre Louis VII et Aliénor interviendrait quelque temps après, et ce qu'on n'a surtout pas prévu, c'est que Aliénor choisirait comme prétendant non seulement quelqu'un de plus jeune qu'elle, ça n'est pas très important, mais le représentant des Plantagenets qui sont beaucoup mieux dotés que le roi de France. Donc si on regarde au départ le domaine royal de ceux qui vont conquérir leur futur royaume, eh bien on s'aperçoit que c'est une écharpe qui géographiquement s'étend en gros de la région parisienne, en gros de Compiègne, jusqu'à Orléans. Tout le reste, au XIe siècle, appartient finalement à une féodalité qui est, en termes de possession, mieux lotie que le roi, qui doit un hommage au roi, qui sont les vassaux du roi, mais cet hommage, finalement, il repose sur un respect, mais il repose aussi sur un rapport de force. Et il est certain que le mari ou le futur mari d'Aliénor n'est pas bien servi face à trois grandes puissances qui sont à l'époque le Plantagenet, qui va de la Normandie jusqu'au sud de la Guyenne. Ils sont encore plus mal servis vis-à-vis des comtes de Toulouse, qui, eux, finalement, ont une capacité territoriale, une capacité économique qui leur donne des belles armes jusqu'en Espagne, jusqu'à Barcelone, et qu'ils sont aussi, à côté les comtes de Toulouse, il y a les ducs de Bourgogne, qui ont très bien compris que leur situation entre la vassalité avec le roi de France et avec l'empire germanique leur permettait d'être d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire de n'être nulle part en dépendance. Donc, voilà en quelque sorte comment s'explique cette espèce de folie de terre qui va s'emparer de l'époque du XIIIe siècle. Moi, je pense bien évidemment à Philippe Auguste, dont le règne commence en 1180, mais je pense aussi au règne de Louis IX, qui n'est pas encore Saint-Louis, qui va mourir en croisade en 1270, mais qui va s'arranger aussi pour être un rassembleur de terres. Et je vous rappelle, tout le monde en a entendu parler, ça a donné beaucoup de beaux films, la croisade des Albigeois, entre 1209 et 1229. En fait, d'hérétique, de parfait, on s'aperçoit que le motif religieux est largement dépassé, sauf par les dominicains, par le motif économique qui consiste finalement à gagner des terres avec un climat qui est incomparable, on va le dire quand même, par rapport à celui de la région parisienne, mais aussi à avoir une façade qui manque étrangement au domaine royal étriqué que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la Méditerranée. La monarchie française regarde d'abord
vers la Méditerranée, plus tard vers l'Atlantique. C'est pour ça que l'on pourra reprocher, ou peut-être féliciter, au vu des conséquences de la colonisation, les rois de France de n'avoir pas été sur les pas des Portugais et plus tard des Espagnols. L'idée ne leur viendra qu'un peu plus tard. Donc, le gain de la façade atlantique, bien évidemment, je ne vais pas vous le raconter parce qu'on y passerait beaucoup de temps. Vous le connaissez, la façade atlantique avec des flux et des reflux, elle va être gagnée, perdue, regagnée, reperdue par ce que nous appelons la guerre de 100 ans. Personne à l'époque ne savait bien évidemment que c'était la guerre de 100 ans. Et finalement, elle va être gagnée au détriment des Anglais qui étaient dans une situation absolument impossible au fur et à mesure que la partie anglo-gasconne de la Guyenne se rétrécissait finalement à Bordeaux. Et à cet égard, cette fameuse bataille de Castillon en 1453, on va dire ça, mais on ne va rien inverser à l'histoire, même si Talbot ne l'avait pas perdu, n'aurait pas changé le cours de l'histoire. En fait, Talbot s'est fait prier, il n'avait plus grand-chose à gagner à Bordeaux, pour une raison très simple, que vous allez bien sûr comprendre, c'est qu'ils avaient assuré, après leur départ, la permanence du commerce des vins. Donc, valait mieux continuer à commercer, à avoir des marchands installés sur la place, à Libourne, à Saint-Macaire et un peu ailleurs, plutôt que d'avoir à entretenir des hommes d'armes et surtout à avoir à surveiller la fidélité fluctuante de la noblesse qui t'en passait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et parmi ces grands personnages fluctuants se trouve une dynastie qui va un peu plus tard faire parler d'elle, qui a grandi, j'allais dire, dans une partie landaise un peu déshéritée. Cette dynastie, elle s'appelle les Albret, dans leur château de Labrite. Donc voilà en quelque sorte cette façade atlantique. Qu'est-ce qu'elle apporte? Eh bien, elle apporte finalement l'idée que désormais, on va pouvoir naviguer, non pas finalement au long cours, mais que l'on va pouvoir finalement exporter les vins et que l'on va pouvoir faire un cabotage et que ce cabotage-là sera à la fois sans risque parce qu'on ne risquera pas justement un littoral qui serait hostile. Alors, il y a eu des reflux terribles durant cette guerre de 100 ans et je vous en cite un. C'est le règne de Charles VII, installé dans sa principauté, que l'on appelle le roi de Bourges. Bourges, rappelez-vous ce nom, ce sera pendant la Révolution, j'allais dire, l'hypothèse de secours du parti girondin contre les montagnards trop forts à Paris. Donc, le royaume de Bourges, nous sommes de 1415 à 1429, et rappelez-vous, bien évidemment, Jeanne d'Arc, mais ça n'est pas au programme. Simplement, ce qui est au programme par rapport à ce que je vais dire, c'est que dans toutes les zones où finalement a œuvré la pucelle d'Orléans, c'est-à-dire en Lorraine, c'est-à-dire près de Paris, c'est-à-dire à Orléans, c'est-à-dire à Rouen, les historiens ont pu démontrer que naît sans doute pour la première fois ce qu'on pourrait appeler un sentiment déjà national. Un sentiment déjà national par rapport aux méchants anglais, même si ce sont les Bourguignons qui se sont chargés de Jeanne d'Arc. Alors, l'époque suivante est une époque d'hésitation. Et nous aurions pu, mais je ne peux pas, j'en ai aucune certitude, les règnes de Louis XII et de François Ier sont parsemés de ce que l'on a appelé les campagnes d'Italie. C'est-à-dire des luttes pour s'emparer d'États italiens
soit parce que les princes appellent au secours, soit parce qu'ils sont en difficulté par rapport à l'Espagne. Et ce mirage italien, qui aurait fait peut-être de notre hexagone une terre beaucoup plus méditerranéenne qu'aujourd'hui, avec une extension qui serait allée au-delà de Rome, pourquoi pas, ceci va être mis à mal en 1559 par le fameux traité du Cateau Cambrésis, lorsque François Ier est mort et lorsque finalement Henri II décide, parce qu'il n'a plus d'argent, parce qu'il n'a plus les moyens finalement d'alimenter son infanterie, parce que les Espagnols, notamment Charles Quint, sont dans la même situation que lui, et on signe la paix du Cateau Cambrésis. Et c'est le moment capital dans l'histoire de ce puzzle français, c'est le moment capital où on ne va plus regarder vers la Méditerranée, on ne va plus regarder, penser à la Renaissance, on ne va plus regarder vers ce mirage artistique de l'Italie. Si j'ose dire, je vais être prudente, mais entre les villes moyennes françaises au XVIe siècle et les villes italiennes, il y a dans l'architecture, dans la vie culturelle, dans qu'on pourrait appeler l'urbanisme, il y a un choc évident qui se mesure sans doute en 1 ou 2 siècles. Donc vous comprenez l'attirance. Eh bien cette attirance, elle ne marche plus. Elle ne marche plus à 1559, et c'est le moment où Henri II table sur l'avenir, sans savoir d'ailleurs, j'imagine, et s'empare dans ce qu'on appelle la campagne d'Allemagne, en 1559, de 3 évêchés, que vous connaissez parce que souvent ils sont revenus en boucle, Metz, Toul et Verdun. C'est une porte d'entrée en Lorraine. Ce n'est qu'une porte d'entrée. L'Empire est juste à côté. Lyon est à cheval entre le royaume et l'Empire. Donc il ne faut pas imaginer en quelque sorte une croissance déjà de ce côté-là, mais c'est le moment où, en 1559, face au danger espagnol, il ne s'agit plus des Plantagenets, on se rend compte que la ville qui est la plus menacée, et ça ne va pas cesser jusque dans l'année 1940, la ville qui est la plus menacée, c'est la ville capitale. Donc il va falloir à tout prix fortifier cette frontière parce que Paris est tout proche de la Somme, et à partir de ce moment-là, elle devient une cible vers laquelle peuvent aller s'engouffrer les adversaires, parce qu'il n'y a pas de relief, il n'y a pas de barrière naturelle, il n'y a pas de protection. Il suffit d'avoir un bon guide. Attention, précaution, il n'y a pas de carte à cette époque-là. On a la guilde des voyageurs, mais pas de carte d'état-major, pas de GPS. Hein. Donc, on marche un peu au hasard, mais on se fait guider par des locaux, par des personnes qui aident, suivent, conseillent. Et c'est le moment où ça paraît évident, à partir du milieu du XVIe siècle, c'est clair, on va s'occuper de façon très préoccupante, de façon majeure, de ce que l'on va faire pour consolider la frontière. Côté maritime, ma foi, la frontière, elle est un peu consolidée par la présence de l'océan et de la mer. Côté frontière du nord et de l'est, aucune protection, aucun abri, et c'est pour cela que la protection de la frontière va devenir une préoccupation majeure, et elle va le rester de Louis XIII jusqu'après la Révolution. Pensez au Cid, 1636, l'année de Corbie, les Parisiens sont menacés d'invasion par les Espagnols, et à partir de ce moment-là, il faut en quelque sorte un miracle, un quasi-miracle militaire pour pouvoir écarter cette menace. Donc c'est le moment où cette notion de frontière va aboutir non seulement au développement de la diplomatie jusqu'au XVIIe siècle, elle est en mode mineur. Les principaux diplomates européens, ce sont les Vénitiens. À leur côté, les Anglais.
à leur côté les Espagnols, mais Anglais et Espagnols misent plutôt sur des diplomates espions, c'est-à-dire des diplomates qui sont susceptibles en quelque sorte d'être des agents de liaison, mais qui n'ont pas l'étoffe d'un ambassadeur. Ce sont au contraire, la République des Doges entretient dans ces jeunes générations des diplomates potentés qui écrivent sur la situation des États, qui sont des observateurs formidables pour les historiens, et la naissance de la diplomatie va aboutir finalement à se tracer de frontières. Mais alors, tracer les frontières, encore faut-il s'entendre. Comment fait-on? Et la nouveauté dans la construction de la France et de l'Europe, c'est durant un conflit terrible, dont on a perdu un peu le souvenir, mais qui sera en quelque sorte revisité en 1948 côté allemand, c'est la guerre de 30 ans, qui commence en 1618, qui se termine en 1648. Et la nouveauté de cette guerre, ce ne sont pas les destructions, ce ne sont pas les horreurs, ce n'est pas tout ce qui accompagne les mises à sac. Hein. Et du côté des Français, on est aussi très bon pour participer à ces actes de sauvagerie. Non, ce qui est important, c'est la tenue, avant même la fin de la guerre, de traités dans les années 1645, donc 3 ans après la fin de la guerre, on se dit que ça va se terminer et on réunit les protestants d'un côté, les catholiques de l'autre, et chacun, si j'ose dire, prépare sa copie pour la fin de la guerre. C'est pour cela, et c'est une nouveauté considérable dans l'histoire de l'Europe et de la France, mais de l'Europe surtout, ce sont ces fameux traités de Westphalie. Ces traités de Westphalie voient en quelque sorte naître une diplomatie et voient naître pour la France une possibilité en quelque sorte d'assurer officiellement, en regardant un traité, les limites frontalières qui sont les siennes. Simplement, vous le savez aussi, Louis XIV est quelqu'un qui ne lit pas forcément les traités, qui est plutôt enclin à dépasser les limites, et il n'aura de cesse, en quelque sorte, d'effacer les traités pour étendre le royaume. Mais ce qui est important, c'est à partir de là que se met en place une politique de fortification. Et ces fortifications, la France, elle en est remplie, parce qu'elle a un ingénieur talentueux, tout droit sorti de l'école italienne. Il n'est pas le seul, mais je dirais qu'il les résume tous. Il est bien servi, il passe sa vie à travailler. On se demande même, quand on visite toutes les fortifications de son précaré, à quel moment il dormait, ce malheureux Vauban. Donc, finalement, ces fortifications, elles sont là pour défendre ce que Vauban décrit à Louis XIV comme son précaré. Et il est le premier, après les ingénieurs italiens, à dessiner des fortifications capables de résister à l'artillerie. Attention, l'artillerie du XVIIe siècle. Un peu l'artillerie du XVIIIe siècle, pas du tout l'artillerie des siècles suivants. Mais je suis persuadée, les historiens le sont avant moi, que finalement, dans cette ligne de fortification qui protège, qui garantit, est inscrite beaucoup plus tard le principe, le projet de la ligne Maginot. Empêcher par tous les moyens, construire quelque chose que l'on ne pourra pas franchir, en oubliant quand même que d'autres armes pouvaient permettre non pas de franchir, mais de contourner. En même temps, cette idée de la frontière crée quelque chose qui va peu à peu s'ancrer dans l'esprit des adversaires potentiels de la France, qui restent bien évidemment les Allemands, les États allemands, hein, on ne parle pas encore de la Prusse proprement dite, les États allemands, qui reste l'Angleterre, qui reste l'Espagne. Quel type de frontière
peut résister le plus possible. Alors du côté espagnol, c'est presque inscrit. On a les Pyrénées. Bon, du côté des océans, de l'océan et de la Méditerranée, ça peut aussi être concrétisé. Pour le reste, eh bien, il faut se plier aux lignes des fleuves. Et là, le fleuve qui va, en quelque sorte, rassembler tous les suffrages, bien évidemment, quelques années plus tard, en tout cas au XVIIIe siècle, c'est le Rhin. Et le chant national fera de ce Rhin la frontière, je dirais, emblématique, revendiquée au XIXe siècle. Donc, vous voyez comment cette mythologie liée à la construction de la frontière va alimenter finalement une défense, une protection, et l'idée qu'il faut se garder et qu'il faut protéger ce précaré. Venons-en maintenant, et c'est le second temps de ma démonstration, aux cassures. Pour l'instant, je vous ai présenté un ensemble qui résiste sous l'impulsion d'une monarchie et qui résistera pareillement sous l'impulsion des débuts de la Révolution et de la République. Vous entrerez bientôt dans le film sur les Chouans. Pas de rupture là, pas de cassure. L'idée de préserver le royaume, plus tard la République, c'est une idée qui ne change pas, qui reste constante. Mais, bien avant, il y a eu dans le royaume des cassures qui sont des cassures d'abord religieuses, et puis il va y avoir, et là c'est votre sujet de ce soir, une cassure politique, c'est la Révolution. Et personnellement, je pense que ces cassures-là, même si aujourd'hui elles se sont largement atténuées, elles ont gardé quelque chose de leur permanence. Alors, cassure religieuse. Mais cassure religieuse, c'est finalement la réforme protestante. La réforme protestante qui, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, va introduire en quelque sorte une noblesse protestante, un parti militaire protestant, des églises protestantes, et va initier, faute de réconciliation théologique, Catherine de Médicis, et c'est bien, mais on n'y arrive pas. Il y a un obstacle majeur, c'est la signification de la communion, et l'autre obstacle encore plus important, c'est le pape et la hiérarchie dans le clergé. Donc, comme on n'y arrive pas, et comme la solution d'un concile s'éloigne, eh bien, à partir de ce moment-là, on va s'efforcer d'opérer ce que l'on appelle la concorde civile. Essayer d'opérer non pas une tolérance, mais une concorde civile pour empêcher que les Français, protestants et catholiques, ne s'entretuent comme ils le font depuis les années 1562. Vous savez que ça ne se passe pas comme ça, et que l'élément, je dirais, le plus important, qui précédait d'autres très dramatiques, suivi d'autres un peu moins violents, mais presque aussi dramatiques, ce sont les massacres qui interviennent à l'été 1572, les massacres de la Saint-Barthélemy, et que ces massacres, en quelque sorte, vont cristalliser une opposition très forte contre la monarchie, d'abord contre le roi Charles IX, mais qui meurt très vite après, et surtout contre son frère, le roi Henri III. Et c'est le moment où se façonne, et là je cite les travaux de deux historiens, un qui est bien connu pour l'histoire des religions, il s'appelle Jean Delumeau, et l'autre qui est hélas disparu aussi, c'est Jeannine Garisson, qui a beaucoup travaillé sur le protestantisme méridional, et sa thèse s'intitule « Protestants du Midi ». Ils étaient tous deux persuadés, ils ne sont pas là pour développer cela ce soir, que on avait affaire à ce qu'ils appellent les provinces unies du Midi. En fait, fondée sur la religion, mais fondée sur des assemblées où il n'est pas simplement question de religion, mais aussi d'organisation politique,
ils avaient la quasi-certitude que cela fonctionnait un peu sous l'imitation de ce qui se passait alors dans un pays en révolte contre l'Espagne, qui allait gagner, mais très difficilement, les Provinces-Unies, les actuelles Pays-Bas ou Provinces-Unies. Donc ces Provinces-Unies du Midi, elles introduisent finalement un élément de rupture. Et si vous regardez la carte de ce qu'on appelle le croissant huguenot, qui part en gros de La Rochelle et qui va jusqu'à Nîmes, vous voyez en quelque sorte qu'il s'agit d'une grande écharpe. Et que cette écharpe, en plus, elle se double au fait d'une continuation vers le Béarn, vers les Albret, vers Jeanne d'Albret, vers sa fille Catherine et surtout vers son fils Henri de Navarre, le futur Henri IV. Donc, c'est quand même cet après Saint-Barthélemy, c'est un élément de cassure qui sera très long, très très long, et qui va introduire une autre cassure religieuse, mais non plus une cassure, on va dire, protestante, mais une cassure catholique, extrêmement catholique, ultra catholique, catholiques zélés, on ne sait pas trop comment les appeler, on les appelle souvent ligueurs. Donc, qui sont associés dans une ligue quasiment clandestine qui a reçu le soutien du roi d'Espagne, Philippe II, pas simplement le soutien comme ça, mais l'argent du roi Philippe II, et qui finalement a un but très, très précis, imposer finalement à Henri III le retour à l'unité religieuse. Et ce retour à l'unité religieuse, et je crois que c'est aussi important à retenir parce que ça induit notre cassure qui est aussi géographique et politique, va faire que en 1585, lorsque le dernier frère d'Henri III, le duc d'Anjou, meurt et qu'Henri III n'a pas de descendance, l'héritier de la couronne, c'est Henri de Navarre, c'est-à-dire un protestant. Donc, il est impossible, impensable d'avoir un roi protestant. En conséquence, Paris se soulève. Et Paris, finalement, chasse le roi de France, Henri III, en 1588. On a donc une révolution parisienne qui fait que ni Henri III, qui va mourir un peu plus tard, ni Henri de Navarre, qui ne sera reconnu roi qu'avec d'extrêmes difficultés, ne pourront rentrer dans Paris. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit les ligueurs, comme les protestants, être en capacité de trouver à Paris, dans la municipalité, au Parlement, des institutions capables de contrôler la monarchie. Donc, par ce biais de ces cassures compliquées à étudier, on se dit que là, on est devant une critique, une contestation de ce qui se retrouvera au XVIIIe siècle. Les philosophes du XVIIIe siècle se sont beaucoup, je dirais, inspirés de ces projets qui donnaient aux représentants du peuple et un élément de représentation politique face à la monarchie, ce qui a des plus très 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 forts au futur Henri IV, mais vous le savez, il lui faudra 5 ans, il lui faudra se convertir pour rentrer dans Paris. Et cette conversion ne sera pas pour lui sans doute une chose facile, même s'il avait déjà changé plusieurs fois de religion, mais ce qui ne sera pas non plus une chose facile, c'est pour les Parisiens. Il est mort pendant les sièges successifs de Paris à la fin du XVIe siècle, autant et sans doute plus de personnes que pendant la Commune et la Semaine sanglante. Donc, véritablement, vous avez cette cassure-là qui va se répercuter. On peut se demander, c'est une hypothèse que l'on retrouve notamment chez les historiens anglais, si la Révolution anglaise, la mort et l'exécution du roi en 1648, la venue au pouvoir de Cromwell, la dictature de Cromwell, qui au départ ne s'est pas présenté comme un dictateur, n'ont pas en quelque sorte attisé l'appétit des Anglais pour
accentuer ces oppositions politiques. Je rappellerai la Fronde, l'épisode de la Fronde au milieu du XVIIe siècle, le fait que le roi est à Saint-Germain-en-Laye, hors de Paris, et je rappellerai aussi que la seconde ville frondeuse après Paris, c'est Bordeaux. Donc, en fait, ce que je voudrais vous faire valoir, c'est qu'au fur et à mesure que nous apprenons dans des manuels d'histoire très centrés sur l'histoire des événements parisiens, nous sommes en quelque sorte devant les progrès de l'absolutisme. Il ne s'agit pas vraiment de cela. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de voir comment, finalement, dans les instances qui jouent un rôle, notamment dans les municipalités, dans les corps de ville, dans les assemblées d'État, il y a déjà la formation d'un courant politique qui explique le courant philosophique de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Montesquieu naît de ce courant-là. Il n'est pas le seul. Et il est certain que le pays phare pour eux, ça sera l'Angleterre. Pour Voltaire, ce sera la Prusse, mais je crois que le choix n'était pas très bon. Voilà. Alors, maintenant, cassure politique et un peu plus tard religieuse, c'est la Révolution. C'est la Révolution où ce sont, vous allez voir le film, ce sont, après les premières années enthousiastes de la Révolution, sans doute à partir du massacre de Champ-de-Mars, c'est le moment où finalement la violence succède à l'enthousiasme et où se forge dans le royaume et plus tard dans la République finalement une contre-révolution. Et la mort du roi, le jugement, la mort du roi apportera une alimentation très forte à ce courant anti-révolutionnaire. Et quand vous regardez la proximité de la Vendée, la proximité de la Bretagne avec l'Angleterre, vous pensez tout de suite qu'il y a là, en quelque sorte, des possibilités de contact qu'il ne faut pas négliger. En ce sens, il faut penser, et je ne peux pas me mettre à la situation, la révolution, du jour au lendemain, c'est, avant même l'abolition de la monarchie, qui intervient plus tard, c'est la mort des provinces. C'est-à-dire qu'en fait, les provinces, elles portent la tare de l'Ancien Régime, elles ont été des généralités, elles ont été des gouvernements, elles ont eu à leur tête des intendants, des gouverneurs. Il faut donc les empêcher d'être un pouvoir dans l'État, et à partir de ce moment-là, intervient ce découpage qui a été fait. Au départ, on le voulait entièrement géométrique. C'est-à-dire, on prenait une carte de France, on traçait des lignes parallèles, puis on les coupait avec des lignes verticales, et on avait une France départementale géométrique. C'était tout à fait dans la pensée assez utopique du XVIIIe siècle. Ça a été abandonné, mais il a fallu ensuite discuter ferme sur la désignation du chef-lieu, sur les contours, etc. C'est pour ça que vous avez encore quelques anomalies, où vous aurez un peu plus tard des rectifications. Mais, qui dit département, et là je pense que personne ne me contredira, dit en quelque sorte, tant du côté de la monarchie qui reste là, que de la République qui va lui succéder, ce que l'on cherche depuis le départ, sans doute pas eu capé parce qu'il ne devait pas penser au département, mais c'est la réalisation d'une centralisation. Alors elle n'est pas encore entre les mains des préfets, mais quelqu'un aura compris, il s'appelle Napoléon, que l'on peut encore aller plus loin. Alors pourquoi on s'est souvent interrogé là-dessus, pourquoi les départements ont-ils pris si vite dans l'opinion des Français? Pourquoi, notamment à l'heure actuelle, lorsqu'il s'agit de peut-être de redécoupage, cela choque? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, pour la Révolution, c'est un remède d'une efficacité redoutable, parce que ça veut dire que les départements constituent une armée, la levée en masse, constituent des ressources fiscales
pour pouvoir faire vivre la révolution, pour lutter contre la contre-révolution, pour exalter le sentiment patriotique et pour finalement, un peu plus tard, mettre en accusation les Girondins. Et quand on regarde ce qui s'est passé à propos des Girondins, vous savez, on les a appelés plus tard Girondins, on les a appelés fédéralistes, on les a appelés Girondins, mais sous la Révolution, lorsqu'ils sont proscrits, puis après condamnés, exécutés, ils sont Brissotins, c'est des disciples de Vergniaud, Rolandins, ils ont d'autres noms, et ils deviendront Girondins un peu plus tard avec la légende Lamartinienne du 19e siècle. Les Girondins ont très bien compris que le seul moyen au sein de la Convention de continuer à avoir ce rôle, c'était finalement de décapitaliser Paris, de faire en sorte que les journées parisiennes qui servaient aux montagnards à intimider la Convention, eh bien, on puisse en quelque sorte les mettre ailleurs. Et qu'est-ce qu'on voit revenir? Quelle est l'idée, je dirais, d'installation d'une capitale de la France de sortie de la Révolution et bientôt tout à fait républicaine? C'est Bourges. Seulement, vous le savez, ça sera un obstacle supplémentaire et ça sera encore une raison d'accabler, de condamner. Et on les appellera, c'est très intéressant, ils seront accusés de fédéralisme. Fédéralisme, c'est-à-dire d'être en quelque sorte partisan d'un pouvoir fédéral qui est un pouvoir qui disloque, qui distribue à d'autres une partie du pouvoir, alors qu'il n'y a rien de mieux que cette conception pyramidale qui remonte jusqu'aux députés de la Convention, tout au moins ceux qui restent, les montagnards, puis les gens du Marais, les survivants, et qui leur permet d'envoyer dans les départements qui bougent ce que l'on appelle les représentants en mission, qui vont deux par deux et qui sont en quelque sorte véritablement des représentants en mission, un peu moins pacifiques que ceux de l'époque de Charlemagne. Alors, la dernière grande cassure politique, il y en aura d'autres, mais je dirais légale en quelque sorte, celle-là, la dernière grande cassure politique, je ne fais que l'évoquer parce que je sais qu'elle a déjà donné lieu à des séances de l'Unipop, elle est capitale, c'est la Commune de Paris. C'est la Commune de Paris, c'est finalement l'impossibilité pour les Parisiens qui ont des fortifications, des fortifs, qui ont des canons, d'être désarmés, de supporter la présence de Bismarck et en quelque sorte d'être en fait livrés à l'occupant. Entre-temps, et on va en parler, ils se souviennent d'un épisode, donc je vais parler maintenant, ils se souviennent que sur les Champs-Élysées, en 1815, ils ont vu camper les Cosaques au moment, finalement, de la chute de la défaite de Waterloo, la dernière défaite. Alors, on en arrive, si vous voulez, à ce que je vous ai appelé ça des cassures. Alors, ces cassures sont-elles pour autant, vous pourrez me poser des questions, je ne saurais pas forcément y répondre, sont-elles pour autant oubliées? Sont-elles pour autant effacées? Que reste-t-il dans nos mémoires? Quand on parle des Rouges dans les élections du 19e siècle, quand on parle des Montagnards dans les élections républicaines du 19e siècle, voilà. Et quand on étudie d'ailleurs le bonapartisme après la chute de Napoléon, on s'aperçoit qu'il en reste des choses. Alors la démesure, je voudrais insister là-dessus, parce que ça donne à la France, il me semble, vous me direz votre sentiment, une position assez particulière en Europe. En effet, je vous rappelle que le mot d'ordre de la Révolution, après Valmy, septembre 1792, sur ce champ de bataille
où il n'y a que comme relief, il n'y a qu'un boulet à vent. Hein. Et où on se bat en quelque sorte face à face, pas d'abri. C'est l'idée finalement que le monde a changé et qu'à partir de ce moment-là, la victoire revient aux armées de la République et qu'il faut continuer sur cet élan. Dans un premier temps, cet élan est un élan réfléchi. On ne va pas exporter la révolution en y mettant, si j'ose dire, des agents français. On va créer, c'est une belle appellation, les républiques sœurs. Et ces républiques sœurs, elles sont créées sous le directoire. Et curieusement, il y a une république helvétique, on aurait pu la garder, ça nous aurait donné quelques moyens. République helvétique, il y a des républiques italiennes, et on voit en quelque sorte ce mirage italien dont je vous parlais tout à l'heure. Ces républiques italiennes, elles descendent, si j'ose dire, jusqu'à Rome, et puis, pour protéger la frontière dont je vous parlais tout à l'heure, une république batave. Et là, il faut dire qu'après un élan qui a été très bien étudié par les historiens européens, après un élan, un accueil enthousiaste de la Révolution française, pensez à Goethe notamment, il y a un moment où finalement le reflux se produit. Pour certains, ce reflux, c'est la nostalgie, c'est l'échec, c'est Beethoven. Pour d'autres, c'est beaucoup plus que cela. C'est un sentiment patriotique qui va se dresser justement contre les Français. Et, pour comble de malheur, si j'ose dire, les campagnes napoléoniennes vont jusque dans les années, les belles années, entre guillemets, belles années, des conquêtes jusque dans les années 1810, élargir considérablement la cartographie des départements. Nous avons des départements napoléoniens qui mènent jusqu'à l'Elbe, qui sont au bord de la Meuse, qui sont au bord du Rhin, qui sont près du Simplon, qui garnissent l'Italie du Nord. Donc vous comprendrez que alors on a pu dire, et on a eu raison, que le premier unificateur de l'Allemagne, c'était Napoléon. Parce qu'il n'a pas supporté, lui, qui était un héritier talentueux de la centralisation monarchique et révolutionnaire, il n'a pas supporté ce saupoudrage d'États, plus de 300 États, c'était insupportable. Donc il a œuvré pour une centralisation germanique qui mettra du temps à se produire, mais qui sera assez préjudiciable à la France. Donc le congrès de Vienne en 1810, c'est peut-être là, vous me direz, c'est une défaite quand même. Mais elle a été bien négociée par Talleyrand. Et puis surtout, la France avait tellement gagné du terrain, elle s'était tellement avancée, la République était encore populaire, malgré tout. Il fallait donner des chances à la monarchie des Bourbons en train de se reconstituer. Louis XVIII allait succéder à Louis XVII, qui n'a jamais régné, mais qui pour les royalistes a régné. Hein. Donc Louis XVI, Louis XVII, Louis XVIII. Il fallait absolument pas amputer considérablement la France au traité de Vienne, parce que c'était mal parti pour la monarchie des Bourbons. Et c'est pour cela, il faudra bien se rappeler de cela, que c'est une garantie où l'on voit se construire approximativement, bien évidemment, cet hexagone dont je vous parlais tout à l'heure, et qui, au départ, alors on n'est pas là pour se mettre à la place, bien évidemment, de ceux qui étaient partis au Xe, XIe, XIIe siècle, mais quelle était leur idée de dessin d'un royaume, on ne sait absolument pas. Nous, ça nous paraît en quelque sorte dessiné presque à l'avance.
Ce n'était pas du tout dessiné. Nous pourrions nous étendre en Italie. Je pense que ça aurait été compliqué d'aller en Angleterre, parce que l'Angleterre est une île. Nous aurions pu conquérir une partie de l'Aragon, Barcelone, etc. Voilà, c'était le champ des possibles. Et ce champ des possibles, finalement, il s'arrête lorsque, au Congrès de Vienne, et puis ensuite, lors des révolutions du XIXe siècle, on s'aperçoit que pour garantir la stabilité politique de la monarchie de Louis XVIII, de Charles X, de Louis-Philippe, il faut laisser, si j'ose dire, la France en paix. Et c'est pour ça que Napoléon III dira « L'Empire, c'est la paix ». Il le dira à Bordeaux. Je vous rappelle qu'il n'a pas tenu parole. Donc, voilà en quelque sorte comment se forge ce puzzle. Alors, comment est-il aujourd'hui? C'est par là que je vais en terminer. Elle est fragile. Parce que je suis sûre qu'il y a parmi vous des Bretons qui se sentent davantage peut-être bretons que français, ou d'autres, des Normands, etc. Je ne prends aucun exemple, je prends ça tout à fait au hasard, mais je pense que on se trouve dans une tutelle, d'une dépendance un peu pas facile à supporter de la part des autorités régaliennes. Je vais vous en donner un seul exemple. Il m'est particulier, ça va m'aider à terminer, ou presque à terminer. Vous avez sûrement entendu parler, c'est une affaire, c'est un incident qui s'est multiplié depuis plusieurs années, l'affaire de Bénac, la fameuse déviation de Bénac. Pour avoir beaucoup travaillé sur la vallée, pour avoir consacré quelques années de ma vie, 12 ans, à la confection d'une thèse sur la vallée de la Dordogne, pour m'être largement penché sur ce dossier, pour avoir travaillé avec un géologue, pour suivre vraiment tout cela, pour voir les incidences du réchauffement climatique, je suis intimement persuadée que la circulation actuelle, qui n'est pas si saisonnière que cela, la traversée de Bénac est devenue impossible en été, mais elle est aussi très lourde en automne, va fragiliser cette traversée automobile. Elle n'a que 50 ans. Avant, on circulait avec des petites voitures, mais pas ces gros, immenses camions chargés de remorques. Or, on sait que chaque passage de poids lourd crée ce qu'on appelle un mini tremblement de terre dans une roche qui a été fragilisée par la dynamite. En conséquence, tout rejet d'une possible déviation qui permettrait de libérer ce poids majeur et d'éviter des accidents dramatiques, elle est dictée beaucoup plus par des considérations, entre guillemets, parisiennes, touristiques, par un jeu, on va dire, de lobbying qui consiste, sans vraiment toujours se dépasser sur le terrain, à avoir une idée tout à fait factice de la réalité. Et c'est pour cela que j'ai passé un été studieux, après le confinement, à écrire de mes propres deniers un petit bouquin qui s'appelle « Il faut sauver Bénac et la roque Gajac ». Mais il y a pire. Et là, ça m'a mis très en colère. Il y a surtout la façon dont sont traités les Périgourdins, qui sont traités bien évidemment comme des croquants, et je pense que l'idée de faire venir Jean Lassalle, c'était pas une meilleure idée, mais vraiment comme des ploucs. La façon dont la presse nationale décrit finalement ce face-à-face, cette confrontation, elle est purement scandaleuse parce qu'elle ne tient pas compte, j'allais dire, des connaissances et du savoir des gens qui connaissent, qui savent écrire, qui savent lire, et qui ont travaillé et qui connaissent cela. Donc voilà, mon idée, moi, c'est que nous devons quand même être dépendants de cette tutelle de plus en plus forte et qu'il existe. Alors vous allez me citer... C'est vrai que dans l'enquête Mazziolo sur l'alphabétisation sous le Second Empire, la France du Nord est plus alphabétisée que la France du Midi, mais on vous répondra l'Occident. Et on vous répondra que la culture orale, elle a aussi son importance. Et on vous répondra aussi, et c'est très important, et c'est un clivage
j'en ai pas parlé, et c'est par là que je vais terminer, c'est un clivage entre une France du Midi, je vous ai dit tout à l'heure comment elle était découverte, à la Renaissance surtout, est apparue protégée, non seulement par le soleil, par la présence de la mer, j'allais dire le tourisme, et le tourisme est récent, mais par le fait qu'elle n'a pas été exposée, comme la France du Nord, de Paris jusqu'aux frontières, aux dégâts considérables, et du front, oui, des fronts de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Donc, finalement, une France qui contient des formes d'inégalité, de revendications. Alors, il nous faut rester calme, mais il nous faut aussi, non pas revendiquer une quelconque autonomie, mais se dire qu'on est assez grand pour pouvoir prendre en main une forme raisonnable de la décentralisation telle qu'elle a été mise en forme, non seulement par Gaston Defferre, puis par François Mitterrand, et ensuite développée, mais je vous rappelle que le premier décentralisateur, c'était le général de Gaulle, qui s'était rendu compte après 1968 qu'il fallait effectivement, j'allais dire, dépassionner après les événements. Et le référendum qu'il a fait, qui était on le sait maintenant, un départ programmé, était ce lancement d'une décentralisation. À ses débuts, elle a fait des progrès, mais personnellement, pour avoir travaillé justement au Conseil régional, je pense que l'on peut encore faire des progrès et que la France puzzle n'a pas à craindre d'être déchiquetée et que l'on revienne au duché de Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie. Merci à Anne-Marie Cocula. Je pense qu'on a un peu de temps quand même pour éventuellement répondre à vos questions, en tout cas celles dans la salle. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions, vous pouvez lever le doigt si c'est le cas, et parler fort, et je répéterai la question pour les personnes qui sont dans les autres salles, en revanche. Vous disiez, alors, sur les départements, l'œuvre de la Révolution 1790, est-ce qu'il n'y avait pas eu des essais un peu auparavant, sous l'Ancien Régime, sous Louis XVI, de création d'autres structures administratives qui se rapprochaient un peu des départements? Tout à fait. À l'époque des grands intendants, quelqu'un comme Turgot y avait pensé, quelqu'un comme Dupré de Saint-Maur à Bordeaux. Mais vous savez, faire table rase, la grande innovation de la Révolution, et pour moi, ça n'a pas été encore égalé, c'est de faire table rase du passé. C'est de dire du jour au lendemain, l'Ancien Régime, c'est fini. Comme disait Pierre Goubert, l'Ancien Régime meurt en naissant. Voilà. Et donc, en fait, et puis il fallait absolument les provinces. Alors, les provinces, sous la Révolution, vous allez le voir, elles deviennent effectivement des lieux de clientélisme où l'on va retrouver les royalistes. Et il y a un homme d'État qui voulait rétablir les provinces. Ils ont été maintenus au 19e. Et là, ils ont été maintenus, ils ont rempli parfaitement leur rôle sous la Première Guerre mondiale. Ils ont facilité, si j'ose dire, la mobilisation. Ils ont facilité les transports. À la fois les transports vers le front, mais aussi permis les transports des blessés, etc. Donc il y a une organisation qui marche convenablement et qui n'aurait sans doute pas marché, grâce aussi à la voie ferrée, si on était resté dans une structure beaucoup plus large des provinces. Et il y a le projet initié très tôt, après l'armistice, c'est le gouvernement Pétain. C'est Pétain qui invite une commission à travailler sur le retour des provinces. Donc, c'est bien l'idée, en quelque sorte, que les provinces sont vécues à l'époque comme un conservatoire de traditions, ce qu'aimait beaucoup Vichy, c'est-à-dire les traditions, la patrie, etc., la famille, et qu'on échappait à la tutelle de cela.
Et en même temps, d'ailleurs, Vichy, il faut le rappeler, hein, avant de retour aux provinces, qui ne se fera jamais, a des serviteurs fidèles, en la personne des préfets. Quand on lit la correspondance des préfets de la France de Vichy, ce sont des informateurs fidèles et des délateurs zélés. Voilà. Donc, je pense que Vichy a pu parfois remercier. On n'est pas revenu aux provinces. Alors, effectivement, on n'a pas appelé les régions administratives, on n'est pas revenu au terme de province. Province, c'est le terme latin, provincia, c'est la Provence. Il n'est pas question de revenir à la Narbonnaise. Mais bon, c'est quand même... et pour avoir visité et essayé d'œuvrer pour l'appellation de la Nouvelle-Aquitaine, je me suis rendu compte que ça n'était pas une chose facile. Vu du côté des départements, en Limousin, il n'y avait que 3 départements, mais ils nous l'ont dit que Creuse, la Creuse, la Corrèze, de toute façon, il y avait un ensemble Limousin, et qu'on ne les oublierait jamais, et qu'ils allaient garder leur appellation. Donc pour eux, c'était intangible. Et je pense qu'ils ont raison. De toute façon, voilà. C'était un peu plus difficile du côté de Poitou-Charentes, où la physionomie des départements et le nombre des départements n'a pas cette forme de cohérence. Et puis aussi, il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas assez dit parce que j'ai parlé de l'Atlantique, ce phénomène très nouveau qui est ce tropisme vers l'ouest. Le tropisme des populations, bien avant le confinement, mais ce tropisme vers l'ouest. Et là, il est certain que il y avait parmi ceux qui voulaient appeler la Nouvelle-Aquitaine, non, ils voulaient l'appeler Atlantique. Alors certains me disaient Sud-Ouest Atlantique. Eh bien oui, mais il y a quand même le Portugal pour l'instant. Donc, Sud-Ouest de la France Atlantique, oui. Et donc, en fait, c'était l'idée d'aller vers la mer. Et ni la Creuse, ni la Corrèze ne chassaient cette idée. Alors, certes, l'océan remonte, mais petitement, par rapport à la situation de ces départements. Et je pense que personne d'entre nous ne verra la Corrèze envahie par les eaux de l'Atlantique. Y a-t-il des questions ? Messieurs, dames, non, question ? Bruno, oui, monsieur. Peut-être. Oui, c'est juste un petit clin d'œil sur la Savoie, puisque c'est seulement en 1860 qu'elle a été rattachée. Tout à fait. Et que ça aurait dû être validé en 1960 par un référendum qui n'a pas eu lieu. Parce qu'à l'époque, le général de Gaulle trouvait ça rigolo, donc il a passé par-dessus. Et il y a un petit vide juridique là qui se promène. D'accord, ben oui, c'est vrai. Mais vous savez, les ducs de Savoie, c'est pas l'histoire de la Suisse, mais les ducs de Savoie, situés entre le royaume et l'empire, ont magnifiquement joué de leur position pour rester le plus possible indépendants en jouant les 2 camps à la fois. Et là, il faut dire qu'il y en a qu'un qui a été très très méchant avec eux, c'est Henri IV. Il n'a pas supporté finalement ce qu'il appelait l'ingratitude des Savoyards. Alors, apparemment, on nous entend et on peut aussi poser des questions dans les autres salles, donc je ne sais pas si ça va être le cas. Je vais laisser juste quelques instants, alors je vais prendre... Bruno, j'ai une question en salle 4. Alors, le livre sur Bénac, il est là. Ah bon, on vous montrera le livre sur Bénac juste après. Alors, on va écouter la question de l'autre salle, s'il vous plaît. C'est pas... bonsoir, bonsoir. Madame Cocula. Ce n'est pas vraiment une question, mais une réflexion en quelque sorte. Parce qu'on oppose fréquemment la France et l'Allemagne entre le centralisme et le fédéralisme. Mais je ne vois pas comment on peut opposer vraiment ces 2 pays par rapport à ces 2 façons d'être, dans la mesure où le centralisme français s'est bâti, comme vous l'avez bien montré, par cercle concentrique en quelque sorte, où la France où le pays a ramené des provinces, des parties de l'extérieur vers l'intérieur en quelque sorte. Et c'est comme ça que le centralisme s'est construit, ce
donc ressort de Oui. de votre exposé, alors que l'Allemagne, en fait, le centralisme est complètement étranger à eux, parce que c'est un ensemble, enfin, je dis peut-être pas complètement, mais c'est un ensemble d'États qui se sont réunis sous une forme fédérale, mais ils préexistaient sous forme de petits États, principautés ou autres, pendant des siècles, avant de se réunir sous forme fédérale à la fin du 19e siècle ou au cours du 19e siècle. Donc, lorsqu'on oppose toujours ces deux idées, c'est complètement contre l'histoire. Ah mais complètement, je souscris entièrement à ce que vous avez dit. On ne peut pas comparer. L'Allemagne a suivi son histoire. Son histoire est quand même une histoire compliquée parce que entre la vallée du Rhin et la Pologne, enfin les frontières hélas mouvantes de la Pologne, il y a des étendues et finalement ce qui change en Allemagne, c'est la construction des royaumes et c'est le rôle de la Prusse. Si l'Union avait été défaite par l'Autriche, c'est pas ce qui s'est passé, mais c'est le rôle de la Prusse. Et là, il n'y a rien de comparable. Et les Länder ont une compétence qui n'est pas la compétence des régions françaises. Ils ont un budget qui n'est pas le budget des régions françaises, mais il faut quand même se dire, attention, on va pas, je ne suis pas, ils ont quand même certains inconvénients. C'est compliqué parfois d'arriver à faire la synthèse. Et je prends un seul exemple que je connais assez bien, c'est celui de l'enseignement. Quand vous êtes professeur dans un land donné, c'est très compliqué, voire impossible, de pouvoir être nommé dans un land voisin. Donc il y a un système, un particularisme. Bon, ça fonctionne bien. Et puis il y a eu, on n'en parle pas, ce n'est pas le sujet du tout aujourd'hui, il est certain que l'Allemagne, elle a été confrontée, on ne va pas en parler de là, au désastre de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la reconstruction, il y a eu l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, mais à partir de ce moment-là, elle a un système dont la stabilité a fait ses preuves. Simplement, je lui souhaite de trouver un ou une chancelière. Voilà. Je ne suis pas candidate, mais je leur souhaite. Je leur souhaite. C'est important pour eux. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans une autre salle, peut-être? Je vais laisser juste le temps. Parce que c'est compliqué. La chancelière, elle a travaillé avec des coalitions. En France, on ne sait pas trop le faire. Elle a travaillé avec des coalitions et surtout, elle a changé, si j'ose dire, de bord avec cette composition des coalitions. Donc ça veut dire finalement un talent de dialogue, de discussion, de compromis. Oui, c'est peut-être un peu compliqué, effectivement. Et puis, il n'y a pas cette... voilà. Nous avons un peu pensé au coq, forme de cocorico. Ça sera compliqué. Voilà. Mais c'est la chance de l'Europe, justement. Voilà, mais s'il n'y a pas d'autres questions dans les autres salles et dans celle-ci, je voulais remercier encore une fois Anne-Marie Cocula. Merci à vous. Merci.